tous. Merci pour ceux qui sont en direct sur ce Facebook Live citoyen. Il s'agit du cinquième Facebook Live citoyen depuis le début de l'année, cinquième dans la période que nous connaissons actuellement qui nous empêche les uns et les autres de nous retrouver pour des réunions sur le terrain ou des dialogues concrets faits avec des équipes municipales ou avec des gens qui le souhaitent. Ce Facebook citoyen sera consacré aujourd'hui à la politique locale et à l'environnement. Quel est le lien? Que peut-on faire? Et où peut-on aller? Ou jusqu'où peut-on aller à la matière? Dans le respect des textes, dans le respect des lois, mais avec une vraie volonté politique. Nous avons abordé la fiscalité, nous avons abordé jusque-là les associations, nous avons abordé la culture, nous avons abordé la participation autour du livre sur le partage local et nous allons aujourd'hui parler environnement. Toutes ces interventions se retrouvent sur une nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée de telle manière qu'elle demeure dans le temps. Cette chaîne s'appelle Roue Libre, sans espace entre roue et libre, et vous pouvez vous y abonner et retrouver de façon plus constante les interventions que je peux faire. Je voulais simplement vous rappeler que ces interventions sont faites pour réfléchir. Ces interventions sont faites pour aider à la décision quand vous avez à en prendre en tant que citoyen. Elles permettent également de partager une éducation populaire citoyenne à laquelle je suis attaché, parce que je pense qu'il est difficile dans le monde actuel de se prononcer sur un tas de sujets, sauf à faire référence toujours à des personnes, à des leaders et à des gens qui ont soi-disant un certain nombre de connaissances très particulières dans des domaines très pointus. Et enfin, j'allais vous dire, c'est une occasion pour moi de tenir des propos libres, détachés de toute contingence politique, de tout avenir politique, qui consiste simplement à savoir si vous y accédez, à les accepter ou à ne pas les accepter, c'est votre libre choix, et je n'en tiendrai pas rigueur à quiconque de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Vous dire d'abord qu'en matière d'environnement, j'allais dire d'écologie, en matière de développement durable, en matière de protection de la nature, en matière de transition écologique, il y a une certitude, c'est que ce n'est pas l'affaire d'un parti, ce n'est pas l'affaire d'une classe particulière, c'est l'affaire de tout un chacun et notamment de chaque élu, à condition qu'il s'engage délibérément dans des choix réels sur les choix qu'il applique à sa gestion locale. On n'est pas forcément étiqueté pour faire de l'écologie, on n'est pas forcément dans un camp ou dans un autre lorsque l'on fait de l'écologie. La seule certitude, c'est qu'on est utile à l'homme au sens générique, ou qu'on est utile également à la planète. C'est ça qui doit être pris en compte et non pas forcément toujours des calculs divers et variés sur des voix ou sur des abstentions de suffrage. Et je sais que je ne fais pas plaisir en disant ça, mais pour moi c'est une réalité. La politique écologique, elle est de trois grands ordres. La politique que je qualifierais environnementale, la politique liée à ce qu'on appelle la transition énergétique, et on la déclinera de façon très précise, mais surtout, il y a un volet qui est toujours ignoré dans ce domaine-là, c'est le volet de la citoyenneté. Il ne peut pas y avoir de véritable politique écologique s'il n'y a pas un volet d'appropriation par les citoyens de la nécessité de la résilience, de la nécessité de vivre autrement, de la nécessité d'aller vers un autre avenir, de la nécessité de construire différemment. C'est ça qui fonde la politique écologique sous toutes ses formes. C'est ça qui va fonder les espoirs que l'on peut mettre dans l'avenir, quel qu'il soit. Vous dire également que cette politique sur l'environnement local ne peut pas se concevoir dans un mandat qui vient de débuter sur les municipales sans une vraie stratégie que l'on peut regrouper, on peut l'appeler comme on veut, moi je vous expliquerai tout à l'heure quelle est ma vision des choses, mais un plan local d'environnement ou un plan local de préservation écologique ou un plan peu importe, mais quelque chose qui va planifier trois types d'actions, les actions à court terme, les actions à moyen terme et les actions à long terme. C'est ce qui doit faire la référence chaque fois que la collectivité prend une décision. On se réfère à ce plan,
Alors à Créon, ce plan, il a existé sous une forme un peu particulière, puisque nous avions été 2 fois candidats au ruban national du développement durable. Nous l'avons obtenu 2 fois, grâce au travail effectué par Alain Lalande qui nous avait épaulés dans ces choix-là. Ces documents qui ont servi à la candidature à ce ruban ont constitué l'épine dorsale de toutes les actions qui ont été menées sur la commune de Créon. Et il y en a eu de nombreuses, ignorées souvent de la part des citoyens, qui ne les voyaient pas, qui ne les percevaient pas. Mais n'empêche que ces actions, elles faisaient toutes référence à ce plan qui avait été élaboré en 2008. En 2008, ce plan avait pris en compte divers aspects et il avait décliné des actions que ensuite nous avions fait évaluer au niveau national et qui nous avaient permis d'être élus. Par un jury qui était assez exigeant d'ailleurs. Deuxièmement, nous avions fait une autre type d'action en faisant une évaluation faite par le consortium international CITASLO qui nous avait évalué sur toutes nos politiques dans ce domaine-là et la manière surtout dont nous gouvernions la cité, parce qu'il n'y a pas de politique écologique sans gouvernance réelle de la cité et sans application d'un certain nombre de principes qui sont essentiels à l'avenir. Vous dire également qu'il n'y aura pas de politique dans les jours qui viennent et dans les mois qui viennent, quelle qu'elle soit, sans que soit évoqué le mot de résilience. Ce mot de résilience, il est abstrait pour les gens, ils n'en comprennent pas le sens. C'est comment on se remet de tout ce qui arrive à la planète, comment on essaie, nous, de se remettre en cause pour remettre cette planète à l'endroit, remettre cette société à l'endroit, remettre ce que nous souhaitons pour notre avenir dans l'essentiel du quotidien. Cette résilience, qui est une résilience qui va toucher toutes les générations, qui va toucher tous les secteurs d'activité, et on le voit chaque jour, on est obligé les uns et les autres de se remettre en cause et de rebâtir des nouvelles stratégies. C'est le moment, et il faut qu'au niveau local, il faut qu'on prenne la main parce qu'il n'y a pas de politique écologique nationale, si ce n'est coercitive quelquefois, ou si ce n'est punitive, ou si ce n'est quelquefois incitative, mais difficilement. On le voit avec les véhicules électriques en ce moment, avec de l'argent, avec des primes, avec quelque chose, mais on ne s'attaque pas à l'essentiel, c'est au niveau local que se construisent les mentalités, que se construisent les changements, et que l'on peut faire évoluer les gens vers une autre vision du système social dans lequel ils vivent. Et enfin, j'allais dire que cette politique locale, elle doit être transversale. Elle doit instiller tous les secteurs de la vie locale, tous les secteurs. Il ne s'agit pas de dire on fait de l'écologie sur le terrain de foot ou on fait de l'écologie dans la culture. Par exemple, la culture est un secteur dans lequel l'écologie a sa place. L'école a un secteur à l'écologie à la place. Les routes peuvent avoir un avenir écologique. Le choix que l'on fait de la mobilité est écologique. Le choix du logement, les choix d'urbanisme, tout est écologique. Il ne s'agit pas de faire une politique écologique, il s'agit de faire une transversalité écologique dans toutes les politiques. Parce que quelquefois, on se contente de repeindre, de rafistoler quelques routes en dressant ou en installant des plots ou en mettant des bandes blanches, etc. Et on dit c'est une politique écologique. La bande blanche n'a jamais fait que quelqu'un monte sur un vélo. La bande blanche n'a jamais fait que les enfants aillent à l'école en toute sécurité. La bande blanche, elle est là pour, lorsque la politique est mise en place, la traduire de façon matérielle dans le fonctionnement social. Mais elle n'est pas la décision qui va amener les gens à changer de mentalité. Alors abordons le premier problème qui est celui de l'urbanisme et du logement. En effet, l'essentiel du débat écologique doit porter sur l'urbanisme. Quel choix urbanistique faisons-nous au niveau local? Est-ce que l'on va vers de l'étalement local sur des surfaces de plus en plus restreintes, certes, mais sur des surfaces de plus en plus grandes, en volume et en nombre? Cette façon de voir les choses a causé des ravages. L'étalement urbain, on le voit maintenant, est une des erreurs des décennies de la fin du XXe siècle. L'étalement urbain où on a refusé la densification, où on a refusé un certain nombre de principes qui voulaient que l'idéal soit dans maison, gazon, télévision, cet idéal-là
est en train de s'effondrer pour la bonne et simple raison que les réseaux coûtent cher, que les déplacements coûtent cher, beaucoup plus cher quelquefois que l'économie qu'on a réalisée sur son terrain, mais avec une évolution qui vient d'arriver. L'évolution, c'est le travail à domicile, et l'autre évolution, c'est quand même, d'une certaine façon, une transition énergétique qui s'applique au déplacement à travers des initiatives prises par les régions, les métropoles ou les départements sur des transports collectifs. Mais n'empêche que si l'urbanisme est raté, si l'on a manqué ce débat sur l'urbanisme, en particulier dans le document essentiel du PLU qui est le PADD, le plan d'aménagement de développement et de développement durable, ce document est le document fondateur d'un PLU. Ce n'est pas le règlement, ce n'est pas forcément quelque part la zone dans laquelle on est classé qui est essentielle, bien qu'il y ait des intérêts financiers toujours en classement dans une zone. C'est qu'est-ce que l'on veut comme projet pour la commune et comment on veut bâtir une commune dans laquelle il y a à la fois la qualité de la vie, à la fois le respect de l'individu et à la fois également un équilibre de population indispensable et une croissance indispensable mais maîtrisée et organisée. Cette croissance-là, elle passe par la mixité sociale quelquefois, et c'est de l'écologie que de faire de la mixité sociale. Elle passe également quelquefois par de la densification volontaire et assumée. Par exemple, j'ai vu que dans les 150 propositions que font les gens du forum actuellement et qui sont en discussion au moment où je parle, c'est de dire on peut faire des immeubles dans des zones de pavillonnaires. C'est impensable à l'heure actuellement, ça provoque partout des révoltes. N'empêche qu'on ne pourra pas faire autrement, parce que si on ne préserve pas les sols, si on n'arrête pas d'artificialiser les sols, si on n'arrête pas de façon ferme et définitive d'étendre l'urbanisation sur des zones agricoles dont on regrettera dans quelques années qu'elles aient disparu, je le regrette, il faut des pourcentages de sols préservés, fortement préservés, et sur lesquels on sait que par avance, il y a l'impossibilité de construire à long terme ou à moyen terme. Cette réalité fait que nous avons la plupart du temps des visions très très restrictives de la façon dont se passe le fonctionnement communal, parce que nous voyons que dans le PLU, mon terrain ne va pas être à bâtir, le pré de Dudule ne va pas être constructible, et nous ne voyons pas quels sont les dégâts que provoque quelquefois pour nos enfants et la suite un certain nombre de choses de ce type-là. Il faut également contraindre par des mesures fortes les espaces publics et les bâtiments publics ou tertiaires à réduire leur consommation d'énergie. On ne peut pas continuer à espérer vivre dans une cité dans laquelle l'énergie coule à flot. L'électricité, pas de problème. Les réductions sur les climatisations, le fonctionnement intérieur, le chauffage, tout ce que l'on a actuellement, qui est du confort, c'est indéniable, il ne faut pas le supprimer, mais nous devons tout faire et les communes doivent le faire pour que leurs bâtiments publics soient exemplaires en matière d'économie d'énergie, en matière de matériaux, en matière de fonctionnement, même si au départ c'est plus cher. Je me souviens que quand la salle omnisport de Créon a été construite, on avait fait une expérimentation sur un certain nombre de choses, l'éclairage, sur les matériaux choisis, sur l'exposition, sur l'orientation, qui malheureusement maintenant sont un peu dépassés, auraient pu être plus poussés que ça a été à l'époque avec des toitures végétalisées et d'autres sujets de ce type-là. Je le disais tout à l'heure, la lutte contre l'artificialisation des sols devient un problème clé. On ne peut pas dire que l'on fait une politique écologique lorsqu'on artificialise partout les sols. C'est vrai que l'on a besoin du goudron, c'est vrai que l'on a besoin de l'enrobé, c'est vrai que l'on a besoin des pavés, mais il faut accepter que la nature, sur des endroits dans lesquels le passage n'est pas important, sur lesquels la circulation n'est pas importante, sur lesquels les déplacements sont réduits, que les déplacements puissent être assumés autrement et ne pas toujours nécessairement augmenter les surfaces artificialisées. Il faudrait peut-être arriver, comme c'est prévu au niveau de la Nouvelle-Aquitaine,
de réduire l'artificialisation des sols de 2 fois ce qu'elle est actuellement. Il faut également d'abord songer à réhabiliter ce qui existe. Ne pas créer tant qu'on a des friches commerciales. Ne pas créer tant qu'il y a des logements vides. Ne pas créer tant qu'il y a des zones industrielles qui sont à l'abandon. Et ça, si elles sont dans l'enveloppe urbaine existante, elles doivent faire l'objet de toutes les attentions des élus, et en particulier les OPH, les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, sont essentielles dans la période actuelle puisqu'elles permettent de redonner un sens à des lieux d'habitation sans consommer de sol et sans aller vers des problèmes ultérieurs que nous connaîtrons parce que le sol sera précieux dans quelque temps. Pardon. Nous devons également protéger fermement, mais alors définitivement, un certain nombre d'espaces naturels, des espaces agricoles périurbains, les jardins à l'intérieur des zones déjà urbanisées et des forêts. Pour moi, l'avenir, c'est quand même en France dans la préservation des forêts. Il faut que la puissance publique investisse dans l'achat de forêts, dans l'achat de territoires forestiers, pas des territoires de rendement comme ça peut être le cas dans des forêts cultivées, mais dans un certain nombre de forêts qui ont une importance. Il faut que la puissance publique s'investisse et préserve ces lieux en les achetant et en ayant une politique attractive à ce niveau-là. Et il faut s'assurer également, la grande nécessité, c'est les terres maraîchères, mais je suis contre l'idée que l'on doit absolument protéger toutes les terres, parce qu'il y en a qui ont une utilité agricole certaine, et il y en a d'autres qui ne sont pas terribles. Moi, je me souviens, quand le PLU avait été fait, on avait consulté un organisme qui s'appelait La Pietà, qui est un organisme de la Chambre d'agriculture, et qui, en toute liberté, avait défini quelles étaient les terres qui avaient un intérêt et quelles étaient les terres dont l'intérêt agricole était quand même limité, parce que c'était des boulbènes ou une nature de sol sur lesquelles il était difficile de faire pousser quelque chose. Et enfin, des choses tout à fait importantes. Actuellement, la tentation, c'est on rase. On rase. On rase et on reconstruit. On rase, on reconstruit. Toujours penser d'abord à une étude sur la reconversion des lieux, l'intégration de ces lieux dans des politiques plus vastes, avant de raser et avant d'arriver à cette extrémité, qui est une extrémité qui n'est pas prévue très fréquemment dans les PLU, c'est-à-dire de dire le permis de démolir, certes il existe, mais avant il devrait être précédé par une étude si le bâtiment est vraiment en non-état pour être restauré et réhabilité, ou s'il faut tout simplement, et c'est la nécessité quelquefois, le faire tomber. Et enfin, je crois que les communes ont un rôle à jouer, et surtout les intercommunalités, dans le financement des révisions de logements dans les petites communes, parce que ça fait toujours mal au cœur, et moi j'ai mal au cœur, lorsque je vois des maisons s'effondrer, lorsque je vois des fermes particulières ou logées, je l'ai connu dans mon enfance, c'est-à-dire avec des familles entières qui sont effondrées, qu'on a laissées à l'abandon, qui sont en ruine, dont le toit est tombé, et parce qu'on ne voulait pas le louer, parce qu'il y avait trop de travaux, soi-disant, mais au bout d'un certain temps, on devait obliger certains propriétaires ou à le mettre en vente ou à le restaurer, parce que c'est pas possible qu'on continue à laisser se délabrer un certain nombre de biens qui sont des biens non plus personnels, mais d'intérêt général. Enfin, l'autre problème que je voudrais aborder, c'est celui de la nourriture, se nourrir. Quel est le rôle des collectivités pour se nourrir? D'abord, il y a un certain nombre de politiques possibles, je vous l'ai dit tout à l'heure. Premièrement, essayer, dans le contexte actuel, de, de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, préserver les lieux dans lesquels il est possible de faire un certain nombre de chantiers, un certain nombre de travaux, un certain nombre de, de politiques de développement de la nourriture, de développement de la manière dont on peut se nourrir, en particulier les jardins partagés, les jardins ouvriers dans les villes, les jardins dans lesquels d'insertion, les jardins dans lesquels on va à la fois avoir un objectif de, de retour vers l'alimentation de qualité, mais également un partage dans la vie locale, sociale
et sociétale au sens large du terme. Ces jardins-là ont une importance particulière. Je prends un exemple. Dans tous les lotissements, on fait de vagues espaces verts qui donnent lieu à des disputes pour savoir si on doit l'entretenir, pas l'entretenir, si on doit payer, si on doit le céder à la commune, etc. Est-ce qu'il n'est pas utile, quelquefois, d'inciter les lotisseurs à effectuer ou à réserver une zone et à aménager une zone pour qu'elle soit un espace collectif de travail? Je sais que les bailleurs sociaux y travaillent en particulier, Gironde Habitat en particulier, mais je sais aussi que Domo France ou Claire-Sienne ont fait des efforts de ce côté-là et que c'est absurde de laisser de la pelouse alors que quelquefois on pourrait en faire tout autre chose si c'était prévu en amont et si c'était surtout imposé dans le cahier des charges du lotissement. Se nourrir, c'est également, on l'a vu, la grande mode du bio dans les cantines scolaires ou la restauration scolaire. Je dis bien que c'est une mode parce qu'il y en a qui le font depuis longtemps, dans la mesure du possible, mais c'est surtout le corollaire qui va avec, c'est inciter à la production suffisante de produits de telle manière que nous puissions les uns et les autres obtenir suffisamment de production et d'intérêts particuliers pour que ces cantines bio puissent permettre à des enfants d'accéder à une nourriture de meilleure qualité, tout en sachant que ce n'est pas seulement les repas pris à la cantine qui font une alimentation de bonne qualité. Cette réalité des cantines bio, elle peut passer également par des mesures fiscales qui pourraient être accordées aux communes sur des dégrèvements de TVA, sur peut-être également des aides au repas. Elle pourrait inciter un certain nombre de communes à avancer dans ce domaine-là. Ça ne sera pas si facile que ça parce que il faudra trouver les ressources maraîchères ou les ressources de production adaptées à quelquefois une consommation de masse. Le département a une volonté dans ce domaine-là et des associations ou des structures comme le Bocal local ou d'autres peuvent apporter un soutien relativement fort aux communes qui désirent avancer avec les jardins partagés, avec tout un tas d'associations qui vont aider à construire des politiques réelles. Le droit de préemption a un rôle là-dessus et il ne faut pas hésiter à l'étendre à l'ensemble de la commune parce qu'il est possible que quelquefois le droit de préemption puisse s'appliquer à des terres agricoles et puisse être mis à disposition d'un certain nombre de jeunes qui souhaitent s'installer. Il faut utiliser le levier de la commande publique pour valoriser les produits issus des circuits courts. Il faut le mettre, il faut oser le mettre et il faut travailler là-dessus. Et il faut aussi quelque chose, peut-être avant de parler de cantine bio, il faut lutter contre le gaspillage alimentaire. Je lisais dans un article de presse récemment que la commune de Créon avait constaté que pendant la période du coronavirus, ils avaient jeté des centaines de repas parce que les gens s'inscrivaient et ne venaient pas à l'école. Il y a un certain nombre de choses qui sont choquantes dans ce domaine-là, et le gaspillage alimentaire est un fléau dans une période où des gens meurent de faim et dans une période où des gens n'accèdent pas à la nourriture, qu'elle soit de qualité ou pas de qualité. La diminution des pesticides, les communes ont les moyens d'avoir leur propre politique dans ce domaine-là, de rechercher un certain nombre de solutions, et si la commune ne donne pas l'exemple dans ce domaine-là, même si c'est interdit, même si on sait qu'il y a des lois qui sont passées, on sait fort bien les uns et les autres que quelquefois elles sont contournées, et je crois qu'il faut que les communes soient intransigeantes là-dessus et aillent vers le maximum de transparence dans l'utilisation des produits qui sont affectés au nettoyage des locaux collectifs ou également à la destruction des herbes folles ou à les laisser pousser. C'est pas gênant, mais il faut une éducation des gens. Tondre une pelouse en partie une année, une partie l'autre année, et laisser des prairies ou des pelouses avec de l'herbe haute, ça n'a jamais favorisé forcément des dangers pour les enfants qui vont jouer s'ils ont une partie qui est très bien aménagée et qui leur permet justement d'exister. La diminution des pesticides, je vous l'ai dit, l'aide aux prairies permanentes, ça devient un souci important. Il n'est pas inutile, quelquefois, de demander d'entretenir que des bandes de 4 mètres autour des prairies qui sont des prairies, j'allais dire un peu à l'abandon, mais qui doivent être nettoyées quand même en raison des feux, en raison des dangers qu'elles présentent.
mais peut-être toujours admettre que la nature a des droits et la laisser dans un certain nombre de coins suivre son cycle normal, de telle manière qu'on puisse à l'avenir avoir autre chose que du gazon anglais ou des herbes importées de je ne sais pas quel continent. Et enfin, renforcer toutes les réglementations dans le domaine des économies d'eau, dans le domaine des économies d'énergie, et surtout abandonner quelquefois le tout minéral qui a régné pendant des années et qui permettait de dire que l'on avait une vision sociale ou une vision politique qui était un aménagement de granit ou un aménagement de qualité parce que justement il faisait la part belle au minéral. Il faut aussi accepter le verdissement des villes, le changement d'un certain nombre de principes que l'on a vus, qui sont des principes de voirie, mais pas forcément des principes d'aménagement urbain. Pour aller très vite, il faut également solidariser les gens autour de l'accès à la nourriture. Le canton de Créon a signé une charte alimentaire. Je la relancerai en ce qui me concerne prochainement avant la fin du mandat, de telle manière que les nouveaux élus puissent s'approprier cette charte alimentaire, qui ne repose pas que sur la qualité de l'alimentation, mais sur les possibilités financières d'accès à l'alimentation, parce que c'est un sujet essentiel qui va arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Les gens n'auront peut-être pas les moyens d'accéder à l'alimentation tout court et à une alimentation de qualité, quelquefois qui est de plus en plus difficile pour leurs ressources. Enfin, consommer. Consommer, un sujet important. Les mairies sont des investisseuses. Les intercommunalités investissent. Les départements investissent. Et on constate quelquefois qu'il est dur de faire rentrer dans les enveloppes budgétaires des volontés écologiques fortes. Par exemple, la recherche de tout ce qui est le maximum d'économie d'énergie, tout ça, il faut faire des contrats d'économie d'énergie, il faut faire tout un tas de, de démarches qui ont un coût, et ce coût-là, dans les contextes où les finances des collectivités locales se restreignent, devient quelquefois prohibitif. Donc ce que je souhaite, c'est qu'on revienne dans ce domaine-là et que les collectivités continuent à investir en recherchant à la fois des solutions d'économie, mais aussi aient conscience que le moins cher n'est pas forcément la meilleure garantie que l'on a dans le domaine de l'environnement. Le moins cher n'est pas toujours idéal dans ce domaine-là, et il faut revenir à une qualité essentielle qui doit être retenue dans les marchés publics, c'est la qualité du mieux-disant, et pas nécessairement la qualité du moins-disant, ce qui est une vertu qui est encore à cultiver dans l'opinion publique, puisqu'un maire qui choisirait le mieux-disant est quelquefois considéré comme un magouilleur, dans la mesure où le moins-disant apparaît comme étant la solution idéale, compte tenu du fait qu'il utilise l'argent des impôts, ce qui est quand même dangereux pour la suite. Vous dire également que le volet sur lequel les collectivités peuvent intervenir, c'est le volet du déplacement. Alors, le déplacement pendant des années, ça a été comment on fait des routes, des autoroutes, des routes secondaires. On peut penser au sketch de Jean-Yann sur les routes départementales. Il n'y allait jamais, mais maintenant de plus en plus de gens y vont. De telle manière que l'on aille le plus vite possible du point A au point B. L'automobile a toujours son utilité, elle est indispensable et il ne s'agit pas, ou il ne s'agirait pas dans une politique écologique de détruire l'utilisation de l'automobile. Mais il s'agit de faire que cette automobile-là ait un usage adapté aux besoins des gens qui l'achètent ou aux besoins des gens qui l'utilisent. On n'achète pas forcément un gros véhicule si c'est pour se déplacer sur quelques kilomètres par jour ou amener le petit à la maternelle qui est à 2 kilomètres chaque matin scolaire. On n'utilise pas forcément une automobile pour aller faire ses courses alors qu'on est à 800 mètres du commerce dans lequel on va. On n'utilise pas forcément une automobile pour se déplacer sur des courtes distances. En tant que président du club des villes et territoires cyclables, il y a quelques années,
qui se basait sur le développement des pratiques du vélo, je dis bien des pratiques du vélo et non pas la pratique du vélo, en tant que président, j'avais constaté quelque chose. On peut considérer que lorsqu'on est dans un cercle de 800 mètres autour d'un équipement, quel qu'il soit, le déplacement à pied devrait être la règle, sauf évidemment s'il y a des contre-indications qui le font. Dans un cercle de 3 km, le déplacement qui devrait être préservé est celui du vélo. Alors, nonobstant le temps, il faut en tenir compte, le climat, tout ça, mais n'empêche que la priorité doit être accordée au vélo. Dans un contexte de 10 km, désormais apparaît un nouvel outil qui est le vélo électrique, qui raccourcit les distances et qui rend les distances moins dures et beaucoup plus faciles à appréhender. Et au-delà des 10 km, on pouvait considérer que le transport collectif ou le transport individuel, quand le transport collectif n'existe pas, est une solution qui peut être admise. Alors maintenant avec la voiture électrique, maintenant avec la voiture hybride, mais c'est pas nécessairement une solution pour les autres types de déplacements. Une commune doit avoir un plan de mobilité. Une commune, quelle qu'elle soit, de la plus petite à la plus grande, doit avoir un plan de mobilité. Comment on accède aux équipements publics? Tous les équipements publics d'une commune doivent être accessibles à vélo ou à pied de façon sûre et certaine. Ce n'est pas le cas dans tous les cas, dans toutes les situations, pardon. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas forcément quelque chose qui est important, pris dans les politiques locales, le plan de développement et de mobilité. Je prends un exemple. Un maire ne peut plus faire accorder un lotissement si à l'intérieur de ce lotissement il n'y a pas de piste cyclable, s'il n'y a pas de lieu pour qu'on fasse accès à la ville en sécurité, même à l'intérieur du lotissement. Le lotisseur, il est contraint de le faire si le maire veut le mettre dans le plan. Et cette piste cyclable, elle n'a intérêt que si elle est reliée à un réseau de pistes cyclables internes à la commune qui dessert non pas tous les lieux, mais qui dessert tous les lieux publics de manière sécurisée. On ne peut pas dire aux gens prenez votre vélo s'il n'y a pas les outils nécessaires pour circuler à vélo dans le quotidien. Je ne parle pas là des gens qui vont faire du vélo pour des loisirs, je ne parle pas là des gens qui sont habitués à se déplacer à vélo parce que c'est leur passion ou leur volonté, je parle des gens ordinaires qui ont besoin d'être rassurés, qui ont besoin d'être sécurisés, et il faut construire des politiques à cet égard qui soient des politiques concrètes, des politiques qui disent oui mais votre enfant il peut aller à l'école, mais il n'y a pas de voitures qui passeront devant l'école pendant qu'il sortira à vélo, et en plus on le guidera vers une piste cyclable qui lui permettra de rentrer chez lui de façon sécurisée. Et c'est ça qui est essentiel, c'est d'apporter aux gens les conditions matérielles dans lesquelles ils puissent faire leur choix de mobilité. Si je n'ai pas de transport collectif, je n'ai pas de choix. Si je n'ai pas de piste cyclable, je n'ai pas de choix. Si je n'ai pas de trottoir aménagé, je n'ai pas de choix. Si je n'ai pas également la possibilité d'accéder à d'autres moyens de mobilité, ben mon choix, il est toujours le même. Je prends ma voiture et je me déplace avec ma voiture, quelles que soient les circonstances et quels que soient les lieux et quelles que soient les offres que j'ai. Or, la liberté, c'est la possibilité que l'on peut avoir de choisir à un moment donné le moyen par lequel je me dépasse. Ce n'est pas le cas. Il y a des ruptures, il y a des endroits dangereux, il y a des endroits qu'il faut gommer et il y a des habitudes à changer. Actuellement, un des débats, est-ce que les villes doivent passer à 30? Il y a une solution qui existe dans le code de la route qui s'appelle les zones de rencontre. Est-ce que ces zones de rencontre sont des zones dans lesquelles on peut cultiver un nouveau rapport de priorité entre l'automobile, le piéton et le cycliste? Moi, je pense que plutôt que de passer à 30, la multiplication des zones de rencontre où on inverse les priorités est une bonne solution et permet d'avancer différemment vers une prise de conscience des uns et des autres sur la mutualisation de l'espace collectif. Également, bien évidemment, les transports collectifs. Il est certain qu'il n'y aura jamais de transport collectif dans des communes dans lesquelles l'éloignement des grands axes de circulation pose un certain nombre de problèmes, parce qu'un transport collectif est forcément déficitaire dans le contexte actuel, mais par contre, il est possible de ramener les gens vers des lieux, justement par les pistes cyclables,
justement par des parkings de dissuasion qui doivent se multiplier, justement par la possibilité que l'on a de faire des tarifs incitatifs, et les collectivités ont un grand rôle à jouer dans ce domaine-là, parce que dans leur PLU, quelquefois, ils ne prévoient pas de réserver des espaces à des parkings d'échange intermodal ou à des parkings d'échange tout simplement d'échange entre voitures et autobus, ou entre vélo et autobus, etc., ou entre deux roues et autobus. Et ça se prévoit dès le départ, c'est une politique qui doit les définir, les réserver et les faire apparaître de telle manière qu'à l'avenir, le jour où les crédits sont disponibles, on puisse avancer dans ce domaine-là. Sur la mobilité, il y a des possibilités. Ces possibilités sont liées à l'éducation. Il est important d'habituer les enfants à aller à l'école. Le chemin de l'école, ce que l'on appelait autrefois le chemin vers l'école, est un chemin éducatif. Le manque drive qui consiste à dire j'amène mon enfant jusque dans la cour de la maternelle avec ma voiture, j'ouvre la porte, il descend comme ça, il est en sécurité, n'est pas un acte éducatif. L'enfant doit apprendre le lieu public, doit apprendre à se déplacer dans le lieu public. Il y a toujours un risque à se déplacer, quel qu'il soit. Je disais toujours, moi, qu'un enfant sur le siège arrière de la voiture, à l'époque où il n'y avait pas de ceinture de sécurité, est-ce qu'il était plus en sécurité dans la voiture sur un coup de frein que lorsqu'il se déplaçait à vélo sur un trottoir pour aller à l'école? Je ne crois pas et j'en suis pas persuadé en ce qui me concerne. Cette volonté d'amener l'enfant passe par la mise à disposition de vélos gratuits qu'on peut récupérer, qu'on peut réaménager, qu'on peut réutiliser. C'est facile. On peut aider des familles. Un enfant va changer 4-5 fois de taille de vélo dans sa vie, dans son évolution. On peut aider un certain nombre de familles en donnant le vélo. Quand l'enfant a pris l'habitude du vélo, souvent il est très content de se déplacer à vélo. Là où ça se passe un peu plus mal, c'est quand il arrive au collège, où il souhaite avoir, à mon époque, c'était le Solex, et après c'est devenu la mobilette, et après c'est devenu la motocyclette. Mais n'empêche que jusqu'à un certain âge, il faut lui donner le goût du vélo, le goût du déplacement autonome, responsable et quelquefois solidaire, parce qu'il peut le faire avec d'autres personnes.